Je vous propose de démarrer tout de suite avec l'hypothétique primaire de la gauche. Elle semble très mal embarquée. Quelques explications en images. Après avoir constaté le succès du Congrès Les Républicains, la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, en délicatesse dans les sondages, a proposé mercredi l'organisation d'une primaire à gauche. Un revirement de position dans l'espoir d'une candidature commune pour éviter de faire de la figuration en 2022 et creuser un peu plus le trou béant laissé par le Parti socialiste depuis le départ de l'Elysée de François Hollande. Mais les deux candidats susceptibles de participer à ce système de départage, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts et Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, lui ont claqué immédiatement la porte au nez. Dommage pour un peuple de gauche qui n'a pas envie d'un réveil brutal en mai prochain, alors que la pré-campagne est déjà centrée sur les thèmes de l'extrême droite. Une candidate pour mettre tout le monde d'accord, c'est Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, populaire chez les sympathisants de gauche, envisagerait de se lancer dans l'aventure prochainement. Une bonne nouvelle qui éviterait une humiliation dans quelques mois. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, je vous propose de démarrer ce débat peut-être avec Nicolas. Oui. Nicolas, quel est votre sentiment sur toute cette histoire-là autour de cette primaire de la gauche maintenant? La proposition d'Anne Hidalgo, vous la trouvez pertinente? Et est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir, à gauche en tout cas, arriver à développer un système de départage? Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que déjà cette idée de primaire de la gauche, elle est ancienne, elle n'est pas nouvelle, c'est pas une proposition directement d'Anne Hidalgo. Finalement, elle s'y est ralliée un peu tardivement, et peut-être justement c'est tout le problème, trop tardivement. Mais cette primaire, elle est portée, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, par beaucoup de jeunes, par des citoyens. C'est pas une primaire comme d'habitude, portée par un parti, par un appareil. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître l'intérêt de ce dispositif de citoyens, complètement citoyens, de lancer cette volonté. Cette idée, elle vous séduit ? Oui, elle est séduisante. Je trouve qu'elle est très séduisante parce qu'effectivement, il s'agissait de tous se mettre d'accord, de voter très largement pour un candidat unique de la gauche dans une période où on n'entend plus la gauche, pour effectivement qu'on ait quelqu'un qui puisse porter des propositions qui fassent écho dans le débat public, alors même, ça a été dit dans votre reportage, que les thèses, que le débat est très, très centré quand même sur les thèses de l'extrême droite aujourd'hui. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, la proposition d'Anne Hidalgo? Et franchement, on peut se le dire ce soir, elle va pas y arriver, hein. Écoutez, c'est une proposition qui, au demeurant, était intéressante, si elle avait eu lieu il y a quelques mois déjà. Elle est bien trop tardive aujourd'hui et les choses se sont déjà faites, des candidats se sont déclarés, des déclarations ont été données de la part de ces candidats. Et aujourd'hui, je vois difficilement comment on pourrait élire un candidat unique de gauche face à pléthore aujourd'hui de personnes qui se sont déclarées. Que dans les sondages, là, ce que l'on observe, c'est que tous les candidats de gauche, aujourd'hui, ont des scores qui ne sont pas extraordinaires. Non, donc il n'y en a aucun qui se détache. Non. Peut-être Jean-Luc Mélenchon, on va dire un petit peu, mais on ne peut pas dire que ce soit le cas de Yannick Jadot, encore moins d'Anne Hidalgo. Donc ça veut dire qu'en fait, ils y vont pour faire de la figuration. Madame la députée, quel est votre point de vue sur la proposition d'Anne Hidalgo? Alors vous n'êtes pas au Parti socialiste, bien entendu, mais vous avez probablement un avis. Est-ce que ce qui a été fait à droite est plutôt réussi finalement, puisqu'on le voit avec Valérie Pécresse aujourd'hui, qui dans les sondages a très largement progressé? Est-ce que c'est une bonne idée de faire la même chose à gauche? Moi, je suis un peu perplexe sur votre question, parce que Anne Hidalgo a proposé une primaire de la gauche, pour laquelle elle a eu une fin de non-recevoir. Et aujourd'hui, elle a proposé une primaire citoyenne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc vous faites l'amalgame entre les deux, et donc amener des réponses différentes de mon collègue Cadenne ou de M. Pécou, puisque l'un et l'autre ne parlent pas de la même chose. Actuellement, donc, nous en sommes à la proposition d'Anne Hidalgo sur la participation à une primaire citoyenne. Nous, on parlait bien de la proposition d'Anne Hidalgo sur le plateau du journal de TF1 à 20h mercredi soir. Et sa proposition, c'était de dire on fait une primaire Samary, tous ensemble. On peut parler tant qu'on veut de ce qui s'est passé il y a un jour, 2 jours. Aujourd'hui, la proposition d'Anne Hidalgo, c'est de participer à la primaire citoyenne. La primaire citoyenne, ce sont des citoyens. Il y a déjà 250 000 à peu près de Français qui se sont inscrits à cette primaire citoyenne. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes engagées dans l'écologie en particulier, et qui donc proposent, en particulier, il y a un nom qui surgit, c'est celui de Christiane Taubira, mais ce n'est pas elle qui se présente, mais bel et bien les personnes qui sont inscrites à la primaire citoyenne qui souhaiteraient que Christiane Taubira soit candidate. Et vous êtes donc, favorable ? elle a bien dit, Anne Hidalgo,
qu'elle se soumettrait à ce verdict, qu'elle souhaitait s'y engager. Arnaud Montebourg l'a suivi, ça s'est passé aujourd'hui, et ils ont envoyé un appel auprès des autres candidats pour leur demander si eux aussi souhaitaient participer à cette primaire citoyenne, qui est une primaire d'un autre genre, qui n'a rien à voir avec la primaire de droite ni avec la primaire de gauche. Pour finir, vous avez dit que Mélenchon, Mélenchon était mieux placé dans les sondages. C'est une primaire de gauche quand même. Ça reste une primaire Ça de gauche. reste une primaire. Ah oui, même si c'est une primaire citoyenne. Non. Aujourd'hui, bah si, les citoyens de droite, sont de gauche alors. Les citoyens de droite, ils ont déjà choisi. Il me semble, il y a une semaine avec Valérie Pécresse. Pas du tout. Vous ne pouvez pas déterminer que la population qui s'inscrit à cette primaire citoyenne soit forcément de gauche. Ce sont tout simplement des personnes de la société civile qui s'envisagent dedans. Et c'est Christiane Taubira, excusez-moi. Mais ce que vous n'avez pas l'air d'avoir compris, c'est que Anne Hidalgo ne peut pas être candidate à la primaire citoyenne. Elle dit simplement qu'elle souhaite apporter son nom à la primaire citoyenne. Ce sont les citoyens qui décident des noms qui peuvent voter. Ils peuvent très bien voter pour vous, Monsieur Samary. Ce qui est effectivement intéressant dans cette primaire citoyenne, c'est qu'effectivement, ce sont les inscrits qui, effectivement, 1/4 million, qui choisissent quelle serait, selon eux, la meilleure personnalité qui pourrait les représenter dans ce combat présidentiel. C'est un petit peu hasardeux parce que Christiane Taubira, elle ne compte pas y aller. Alors, elle est proposée, mais effectivement, si elle ne souhaite pas y aller, elle n'ira pas. Et donc, voilà, il propose des noms, et après, évidemment, il faut l'accord des concernés. Bon, soyons clairs qu'aujourd'hui, la gauche souffre de personnalité pour avoir un candidat ou une candidate digne de ce nom. Tout ça n'existerait pas s'il y avait quelqu'un qui s'était détaché. Un chat. On est d'accord là-dessus. Donc, il faut aller chercher maintenant sur une élection citoyenne, comme vous nous le rappelez, Madame la députée, pour essayer de trouver le moins mauvais candidat qui sera susceptible de représenter, disons-le carrément, la gauche. Parce que sinon, dans cette élection, tout se passera qu'à droite. Mais vous dites que c'est trop tard. Et à l'extrême droite. On en reparlera tout à l'heure. Monsieur Pécou, vous dites que c'est trop tard. Mais non, puisque là, on commence à peine la campagne électorale. Oui, mais... La séquence des Républicains s'est fermée. Pour autant, au contraire, Anne Hidalgo, ce qu'elle propose quand même, elle prend ses responsabilités. Mais j'entends bien. Mais alors, il y a panique à bord. Je suis d'accord. Anne Hidalgo est perdue aujourd'hui. Donc, elle essaie d'exister pour essayer de trouver des solutions. On parlait il y a quelques semaines que la primaire de la droite serait déjà trop tardive. Et aujourd'hui, on dit que celle de la gauche va arriver et qu'on est encore dans les temps. Non. Moi, je pense que tout cela n'intéresse sincèrement, cela n'intéresse vraiment pas beaucoup les Français. Déjà, d'une part. Qu'est-ce qui n'intéresse pas les Français? Eh bien, ces primaires en général, la presse, effectivement, les médias ne parlent que de cela. Mais les Français, lorsque vous vous adressez à eux, ce n'est pas cela qui est au cœur de leur débat. Et simplement un point, si vous permettez. Vous dites que l'extrême droite est très mise en avant, mais il faut bien reconnaître que M. Zemmour n'a pas eu besoin d'avoir de directeur de campagne, ni même de service de presse, puisque la presse d'elle-même s'est fait le porte-voix de M. Zemmour, et il ne serait pas là si à chacun des journaux... Mais dès qu'on allume la télé, on ne parle que de lui. Donc c'est que quand même, il doit y avoir un fond de vérité. Il y a d'autres chaînes qui ne parlent pas que de lui. Hein. Mais vous avez invité ce soir un de ses porte-paroles et non pas un de Madame Hidalgo. Il n'est ni moi. Quand bien même. Il est responsable de la communication numérique d'Éric Zemmour. Et alors? Ils présentent et lancent leur il est le seul gardois. Politique. Il est le seul gardois qui soit représentatif d'un autre candidat. Je pense qu'on ne peut pas critiquer Bonsoir Regard, ou en tout cas Objectif Gard. Je crois qu'on donne la parole souvent à tous les acteurs du territoire et tous les acteurs politiques du territoire. Hein. Je ne pense pas non plus. Vous êtes là ce soir. Peut-être, mais quand on voit les chaînes les plus importantes et les plus regardées, on ne peut pas faire autrement que de constater que Zemmour arrive toujours à un moment ou à un autre dans la conversation. On peut partager votre constat au niveau national. On peut partager votre constat au niveau national. En tout cas, cette primaire à gauche ne va pas se passer visiblement. J'en sais rien. Ah non, elle n'existera pas. Ils l'ont refusé. Il n'y a pas de primaire à gauche. Mais c'était quand même. Ça pouvait être sur le. Mais la primaire citoyenne aura lieu. Mais bien sûr, ça peut être intéressant et je dirais pas que c'est foutu, non, j'en sais rien, puisque justement ça part des citoyens. Si véritablement cet élan citoyen qui représente quand même 1/4 million de personnes finit par convaincre des candidats qui effectivement n'arrivent pas à se dégager, clairement, ils n'arrivent pas du tout à aller bien haut. Puis M. Canine, juste au-delà des candidats, c'est les idées, c'est les valeurs que ces derniers portent, de justice sociale. Ce qui est très important, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup ça et qu'on sort d'une pré-campagne. Mais bien sûr, voilà. En fait, il y a un intérêt majeur avec cette primaire, quoi qu'on en pense en termes de processus, c'est qu'effectivement, ça ramène sur le débat public, dans le débat public, des idées dont on... Et puis, sur le temps de travail aussi. Et puis, c'est là-dessus qu'elle surfait aussi le congrès intérieur.
interne des Républicains. Ils ont eu 5 débats à la télévision, on en parlait avec Coralie. Ça permet effectivement ce qui a fait évoluer aussi Valérie Pécresse. Or aujourd'hui, effectivement, on a besoin de changer un peu de thématique. Là où ça aurait pu aussi être une fausse bonne idée, la primaire de la gauche, c'est qu'il y aurait eu des luttes fratricides. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient eu la même discipline que les candidats de droite l'ont eu. Allez, on a un programme très riche. Ce soir, on va avancer. Je vous propose de passer au deuxième sujet. Alors que l'épidémie de Covid bat son plein, le gouvernement vient de décider de fermer les discothèques à quelques jours des réveillons de Noël, du jour de l'an. La nouvelle tombe mal, très mal. Quelques explications en images. La 5e vague a déjà fait ses premières victimes, les discothèques. C'est le Premier ministre lui-même qui l'a annoncé. Cette fermeture temporaire pour 4 semaines doit permettre de réduire la propagation du virus. Le gouvernement s'appuie sur une récente étude de l'Institut Pasteur selon laquelle les discothèques seraient des lieux à haut risque de transmission, les particules restant plus facilement en suspension. Ce que contestent les dirigeants de discothèques qui considèrent cette mesure d'autant plus injuste qu'ils ont joué le jeu en matière de contrôle en demandant notamment à chaque fois le pass sanitaire. Le décret paru au journal officiel va d'ailleurs plus loin, il interdit aussi l'accès aux pistes de danse dans les bars et restaurants. Une nouvelle qui arrive au mauvais moment, le mois de décembre est traditionnellement un bon mois avec le réveillon du Nouvel An qui représente un chiffre d'affaires significatif. Pour se racheter, Jean Castex promet des indemnités et des aides appropriées, mais est-ce suffisant? On en parle dans Bonsoir le Gard. Allez, je propose de démarrer ce débat en posant directement la question à Madame la députée Annie Chapelier, qui par ailleurs est infirmière à l'hôpital, donc a forcément un avis également sur ce qui se passe autour de cette 5e vague de Covid. Sur la question des discothèques, est-ce que vous partagez la décision du gouvernement de les fermer pour 4 semaines? Écoutez, c'est un épiphénomène. Je suis au regret. C'est très difficile pour les boîtes de nuit, pour le monde de la nuit en général. Ça risque peut-être, et c'est une grande crainte, de déporter finalement les lieux de fête dans des endroits moins contrôlés, où on prendrait moins de possibilités justement d'encadrer ce qu'il en est. La réponse que j'ai envie de vous donner, c'est que... et vers laquelle j'espère qu'un jour nous irons, c'est qu'il faut que nous allions vers un pass vaccinal et non un pass sanitaire, et pour pouvoir couvrir le plus possible la population. Bien entendu, il y a des gens qui ne se feront pas vacciner, mais plutôt que de cibler chaque fois telle et telle catégorie, il est essentiel de faire comprendre que c'est un besoin tout simplement d'une population tout entière. C'est une question de santé publique. Même si la vaccination n'empêche pas les contaminations. Non, mais en tout cas, on sait qu'elle limite les formes graves. Par exemple, Omicron, on sait que la propagation est beaucoup plus importante. Par contre, les cas sont moins graves que ceux de Delta, du variant Delta. Et vacciner, c'est aussi se protéger, non seulement collectivement, mais également empêcher qu'arrivent de nouveaux variants. Et pour cela, il y a beaucoup de mesures, je dirais une, moi en tout cas, qui m'interpelle beaucoup, c'est celle de la question de la vaccination des enfants. Les enfants... C'est notre débat hier. C'est peut-être important de les vacciner, et moi j'entends les parents qui sont anxieux, etc. Cependant, si l'on veut réussir à un moment ou à un autre à avoir cette pandémie derrière nous, il faut se rappeler que pandémie, ça veut dire mondial. Et si nous gardons les vaccins uniquement pour nous, les pays occidentaux, les autres pays où émergent les nouveaux variants vont continuer à proliférer, et à chaque fois, nous allons nous retrouver dans une logique de vaccination à l'infini. Donc il est important de vacciner ceux pour qui c'est important, c'est-à-dire les adultes, l'ensemble des adultes, et d'amener la vaccination dans les pays en voie de développement. Philippe, vous partagez l'avis de Madame la députée, en tout cas sur la question des discothèques. Et en fait, la vraie question, c'est celle-là. C'est qu'on ferme les endroits où il y a des contrôles, et puis les patrons de discothèques le disent. En plus, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, puisqu'ils ont même contrôlé les pièces d'identité pour être sûr que les passes sanitaires étaient bien valables. Aujourd'hui, ils ont un peu le sentiment d'une forme d'injustice. Oui, c'est ce que j'écoutais avec l'interview du président des discothèques de France il y a quelques jours, qui s'exprimait à ce sujet. Je crois que malgré ce qu'on peut penser des discothèques, de la proximité qu'on peut avoir dans ces lieux, et c'est tout à fait vrai, ce sont des gens qui ont joué le jeu, certes, effectivement, ils se plaignent que d'autres lieux n'aient pas aussi bien fait que eux pendant quelques mois. Bon, on a un report effectivement de ces fermetures jusqu'au début du mois de janvier. Ce sera
difficile. Bon, je pense Ça surtout représente 20% de leur chiffre d'affaires le mois de et décembre. je pense à tous ces fêtes emplois de qu'il Noël. peut y avoir dans ce type d'établissement, à ces familles qui vont encore passer du temps sans travailler. Et là, j'ose espérer que l'État sera réactif pour les accompagner au mieux dans cette épreuve. Nicolas, c'est quoi votre point de vue là-dessus? C'est compliqué, on n'est pas expert. Enfin, moi, je suis pas expert en tout cas de la question. Après, je pense qu'effectivement, enfin, en tout cas, je comprends parfaitement le sentiment d'injustice, surtout de la part de personnes qui ont joué le jeu à fond. Peut-être qu'on aurait dû trouver une solution intermédiaire, à savoir réduire à nouveau un petit peu la jauge, voilà, tout simplement. Et c'est peut-être ça qu'on peut regretter, quoi. C'est qu'on n'ait pas Oui, parce proposé. qu'on aurait pu même choisir de demander le pass sanitaire, pourquoi pas un test PCR avant d'entrer dans la discothèque pour être sûr, effectivement, parce que la question elle est là en réalité. Hein, l'Institut Pasteur, dans une de ses dernières études, dit que c'est quand même des lieux où la transmission est la plus importante. Donc c'était peut-être le moment d'envisager effectivement de demander un test au lieu de fermer comme ça spontanément 4 semaines, au moment le plus dur de l'année. Parce Non, qu'en madame plus, la il y a des gens, députée. peut-être, Il y avait, qui vont faire la il y fête avait chez eux. certainement des alternatives. Comme c'est le lieu de plus haute transmission, ils ont choisi la sécurité sur ce lieu et moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas en contradiction, mais en tout cas en alerte permanente vis-à-vis du gouvernement. Toujours mesurer l'impact mental, l'impact sur la santé mentale, sur l'état psychologique des personnes à qui l'on interdit de se déchaîner, de s'amuser et d'évacuer les choses et qu'à un moment ou à un autre, ils transposent d'une façon ou d'une autre, Ah bah oui. qui ne sera pas, elle, contrôlée. Qui Et ne ça sera pas, impacte elle, contrôlée. particulièrement Et donc, notre jeunesse. il est toujours préférable Mais c'est ce qui s'est d'amener... passé pendant les confinements. hein, C'est les ce qui s'est soirées, passé avec le ouais. confinement, les soirées improvisées, illicites, etc. Et c'est ce qui va se produire pour les fêtes de fin Bien d'année. sûr. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir participé à ces débats.